Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous santé du mardi. 7 à 12,5% des adultes, selon les régions, consomment quotidiennement de l'alcool en France. 1,5 million de Français sont alcoolodépendants, 2,5 millions sont à risque. L'Île-de-France se situe dans la fourchette basse, l'Occitanie est tout en haut, même si la Bretagne arrive en tête pour la bière, le vin, le cidre. On parle beaucoup du binge drinking des jeunes, mais les personnes âgées sont en réalité les plus gros consommateurs. 26% des 65-75 ans contre 2,3% des 18-24 ans. Les hommes boivent plus que les femmes, mais la consommation de ces dernières progresse régulièrement. Or, l'alcool en quantité excessive endommage tout ce qu'il touche, le corps, l'esprit, l'image de soi, la famille, les amis, comme le fait une maladie grave. L'alcool est d'ailleurs responsable d'environ 50 000 décès par an. Pour parler du problème complexe que représente l'alcoolisme, j'ai le plaisir de recevoir ce soir le docteur Jean-Pierre Aubert, ancien professeur de médecine générale, auteur de Histoire d'alcool aux éditions du Cerf. Docteur Aubert, bonsoir. Bonsoir. Vous nous proposez un ouvrage qui s'adresse à la fois aux malades et à leurs proches et à ceux qui les soignent, étudiants ou médecins, qui, dites-vous, se sont longtemps réfugiés derrière l'apparente complexité des questions que pose l'alcoolisme pour éviter d'avoir à y répondre. C'est exact. J'avoue avoir beaucoup appris en lisant ce témoignage en fait d'un médecin d'expérience qui n'a pas de certitude. Vous dites que c'est un savoir bricolé sur le terrain au contact de la réalité de l'addiction alcoolique. C'est pas seulement un savoir bricolé, c'est un savoir sur lequel beaucoup de données ont été établies au fil des années par des experts infectiologues et par des projets de recherche de bonne qualité. C'est un savoir, par contre, qui n'est pas assez diffusé parmi ceux qui sont concernés, parmi les soignants, et au premier rang desquels les médecins généralistes. Nous avons un dispositif de soins pour les malades de l'alcool en France, dont, quand on fait des calculs même optimistes, on n'obtient pas qu'ils puissent prendre en charge plus de 7 à 10% des malades de l'alcool, compte tenu de ses capacités d'accueil. Ce qui veut dire que l'essentiel des malades de l'alcool doivent être pris en charge forcément par les médecins de premier recours, par les généralistes, et eux sont, à mon avis, insuffisamment formés pour le faire. C'est des chiffres que vous donnez, vous dites c'est 300 000 malades, une misère, alors qu'il y en a plusieurs millions. Voilà, selon la façon dont on compte les choses, vous avez dit qu'il y avait plusieurs façons de compter, mais voilà, il y a 2 millions de personnes en difficulté avec l'alcool en France, et effectivement, c'est 300 000 places pour les accueillir. Alors, votre livre commence aux urgences, là où tout jeune interne, vous découvrez brutalement l'arrivée quotidienne des poivreaux, entre guillemets, en pleine nuit, scène auxquelles vous dites nos études ne nous ont absolument pas préparés. C'est un vrai problème, parce que la première expérience qu'ont tous les étudiants en médecine, c'est effectivement l'expérience de recevoir un malade de l'alcool aux urgences. Alors un malade de l'alcool qui arrive aux urgences, il n'est pas demandeur de soins. Il a été contraint en quelque sorte d'arriver aux urgences, soit parce qu'il y a eu une crise familiale, soit parce qu'il s'est retrouvé dans le coma, soit parce qu'il a fait une crise d'épilepsie, soit parce qu'il a eu un épisode agressif. Donc il a été emmené par les pompiers aux urgences, il n'est pas spécifiquement demandeur de soins. En général, il est bien alcoolisé et donc relativement agressif. Et donc c'est une expérience désagréable pour les soignants. Et ce premier contact avec les malades de l'alcool va les marquer toute leur vie. Les jeunes médecins sont des gens qui disent « Ah, les malades de l'alcool, j'en ai ras-le-bol ». Ah oui, vous utilisez des termes forts, vous dites les médecins oscillent entre une détestation, je mets le terme entre guillemets bien entendu, et l'incompétence qu'on a nous à les traiter. Voilà, d'autant plus que les études vous ont absolument pas préparé à ça. Elles m'ont mal préparé. C'est pas qu'elles ne m'ont pas préparé ou qu'elles ne préparent pas les étudiants aujourd'hui. Chaque fois qu'on parle d'un sujet médical, vous rencontrerez des enseignants qui diront « Mais vous savez, les étudiants en médecine, on leur parle pendant une demi-heure de l'incontinence urinaire de la femme ou pendant 1 heure de la maladie de Charcot. » Bon, évidemment, chaque sujet est toujours
insuffisamment traité parce que malheureusement il n'y a pas le temps d'enseignement est faible pour bien sûr une matière qui est extrêmement large. Quand je dis qu'ils sont mal enseignés, c'est pas en termes de temps, c'est plutôt en termes d'abord de la maladie. C'est-à-dire que ce qui est enseigné, c'est les maladies de l'alcool. Les complications de l'alcool. Voilà, exactement. Et non pas la maladie alcoolique et la façon d'aborder le sujet en difficulté avec l'alcool, ce qui va être le quotidien du médecin généraliste. Un premier chapitre très très important, boire peu ou ne pas boire. En gros, le problème de l'abstinence. Et vous dites qu'on a modifié, enfin que vous avez modifié votre conception, votre attitude initiale. Je suis un vieux docteur, je vais bientôt être à la retraite, et donc de mon temps, c'est-à-dire du temps des années 80, le discours de du soignant des malades de l'alcool était un discours dans lequel on devait aller à l'abstinence. Alors c'est difficile d'aller à l'abstinence, c'est difficile, c'est plein d'échecs, et puis c'est difficile aussi pour le soignant. Aujourd'hui, on a beaucoup de travaux qui montrent que l'abstinence n'est pas la seule solution, que diminuer sa consommation est toujours rentable, quoi qu'il arrive, c'est toujours un bénéfice du point de vue de la santé, et que le chemin vers une éventuelle abstinence, c'est quelque chose qui doit être choisi par le patient et non pas imposé par le soignant. Vous dites que la décision doit être choisie, assumée et jamais imposée. Absolument. C'est la seule façon d'avoir un succès, que ce soit en matière de réduction de la consommation ou en matière d'abstinence, quand parfois elle s'avère nécessaire, parce qu'elle peut s'avérer nécessaire. Alors, bien évidemment, on va contre certaines idées reçues, et vous dites la liberté est le leitmotiv des alcooliques, mais en fait, c'est tout à fait le contraire. L'alcoolisme est véritablement une contrainte. Alors c'est une très bonne question et une très bonne remarque. Quand je rencontre des malades de l'alcool, inévitablement, nous allons à un moment donné parler de liberté. Mais cette question de la liberté est une question difficile, car certains de ces patients vont être amenés à réduire, voire à arrêter leur consommation. Donc, ils ont l'impression qu'ils vont se libérer de l'alcool, parce qu'ils sont contraints par l'alcool, parce que c'est quelque chose qui, quelque part, leur impose une conduite. Ils ont l'impression qu'ils vont se libérer. Et en fait, ils vont découvrir qu'ils s'imposent une nouvelle contrainte, qui est la contrainte de ne pas boire. Donc, si on veut échapper à la contrainte en échappant à l'alcool, on se trouve dans un espèce de discours contradictoire qui va devoir être résolu dans un second temps. Il va falloir se dire que effectivement, la liberté, elle est dans une certaine conception de soi et dans une certaine capacité à ne plus penser à l'alcool. Vous avez une formule, vous dites l'alcoolique est libre instantanément, mais pas constamment. Voilà. Alors, j'étais frappé par les expériences une expérience dont vous parlez, qui est une histoire de rat, en fait, avec le craving. Alors, c'est assez amusant quand même, cette façon dont on rend les rats, finalement, alcooliques. Oui, les rats sont des animaux merveilleux pour les psychologues et pour les expérimentateurs. La petite histoire que je raconte, elle date des années 50. Maintenant, ça fait très longtemps qu'on sait rendre des rats alcoolodépendants. Vous prenez 2 rats en bonne santé et vous les mettez dans les labyrinthes, parce qu'on aime bien mettre les rats dans les labyrinthes. Alors, à gauche, vous mettez un rat à qui vous présentez tous les jours un petit verre d'eau, et à droite, vous mettez un rat à qui vous présentez un petit verre d'alcool tous les jours. Le rat de gauche, il va boire tranquillement son eau tous les jours, et le rat de droite, il va commencer par ne pas boire pendant plusieurs jours, parce que les rats sont très méfiants, et ils n'aiment pas les choses nouvelles, et en plus, l'alcool, c'est pas bon. Donc, évidemment, au bout de 2 jours, votre rat de droite va se mettre à boire de l'alcool. Si au bout de, mettons, 1 semaine environ, vous reproposez à vos 2 rats un verre d'eau et un verre d'alcool, celui de gauche va toujours choisir l'eau, et celui de droite va se mettre à choisir toujours l'alcool. Donc, vous avez rendu votre rat, alcoolo préférant en tout cas,
peut être alcoolodépendant. Pour savoir s'il est alcoolodépendant, il va falloir faire un petit peu plus. Vous allez continuer à donner à chacun de vos rats de l'eau à gauche, de l'alcool à droite. Et puis un jour, vous avez préalablement pris soin de déclencher, d'associer la consommation à un stimulus qui peut être visuel, qui peut être une cloche. Et un jour, vous faites sonner la cloche et vous ne mettez pas l'eau à gauche et pas l'alcool à droite. Qu'est-ce qui se passe à gauche ? À gauche, votre rat sort de sa petite maison, parcourt son labyrinthe, cherche sa flotte parce qu'il a entendu la cloche, se dit tiens, on a oublié de la ranger et de la mettre, je vais aller me rentrer dans ma maison, ils y penseront demain. Il se passe rien de plus. À droite, le rat alcoolo préférant ne va faire que parcourir son labyrinthe pendant plusieurs heures, cherchant désespérément son verre d'alcool. Et donc, c'est ça qu'on appelle le craving. C'est la recherche désespérée du produit qui caractérise la dépendance à un produit. On peut faire ça avec de la cocaïne, ça marche très bien aussi avec les rats. Mais après, c'est utile pour vous vis-à-vis des patients. Vous dites qu'il faut absolument identifier le craving afin de le prévenir et de le désamorcer. Absolument, parce que la cloche, ce qui est important dans le craving, c'est la cloche. C'est-à-dire, les circonstances qui sont associées à la consommation qui déclenchent le besoin. Chez nous, évidemment, il n'y a pas de cloche qui sonne quand on nous présente un verre d'alcool. Mais il y a les circonstances qui l'accompagnent. Ça peut être l'environnement, le bistrot dans lequel on boit. Ça peut être aussi tout simplement le calme du soir où on rentre à la maison, où on prend son petit verre pour se détendre. Cet environnement, ces circonstances-là vont déclencher le craving de façon un peu inattendue. Et le patient n'en a pas conscience. Il n'a pas conscience que tout à coup, il entre dans une zone de non-liberté parce que son cerveau s'inonde d'un neuromédiateur qu'est la dopamine, qui va l'inciter à rechercher son produit. Et vous dites qu'il faut changer précisément cet environnement. Alors voilà, c'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que si vous faites pas sonner la cloche, le rat, il est moins en difficulté par rapport à l'alcool. Et par conséquent, c'est une chose, ça fait partie des petits conseils qu'il faut donner aux gens, c'est d'identifier au moins les circonstances dans lesquelles ils ressentent le craving. Soit pour pouvoir les changer, parce que parfois on peut les changer. Quand c'est la lumière du soir, la disposition des meubles dans la maison, etc. On peut tout à fait changer ça. Mais parfois. Quand c'est des circonstances qui sont liées au travail, etc., on peut pas les changer, mais simplement le fait de savoir qu'on ressent le craving, ça permet de se mettre un peu à côté de soi-même. De se dire, tiens, le médecin m'avait dit que j'allais ressentir le craving, et effectivement, je le ressens, je suis le petit rat dans son labyrinthe. Et là, on peut effectivement, dans cette espèce de schizophrénie qui nous permet de nous dissocier, porter un regard un peu amusé là-dessus et se dire, bon, effectivement, je vais pouvoir échapper au craving parce que je suis un peu plus qu'un rat. Mon cerveau, il a quelque chose de plus qu'est le langage. Vous consacrez dans votre ouvrage, Dr Robert, un chapitre sur le rôle de l'entourage. Et vous dites, vivre à trois avec l'alcool, c'est compliqué. C'est absolument ça. C'est vivre à trois. C'est-à-dire que les malades de l'alcool sont des gens qui sont malades depuis longtemps, qui sont dans une relation avec leurs produits depuis très longtemps et qui vont éventuellement entrer dans une relation avec un conjoint. Et le conjoint, il va forcément avoir à se positionner par rapport à l'alcoolisme de son ami. Il ou elle va avoir à trouver une place. Et parfois, en tant que conjoint, alors bien sûr on souffre, je vais pas dire que les conjoints sont des gens manipulateurs. Les conjoints souffrent d'abord, mais indépendamment de souffrir, le conjoint du malade de l'alcool ou la conjointe du malade de l'alcool, elle cherche une place et très souvent elle la trouve. Par exemple, la place de bon samaritain, c'est une bonne place, c'est-à-dire que mon mari, ma femme est malade de l'alcool, mais je suis là pour l'aider. C'est une façon d'être. Et quand on va rompre cet équilibre qui s'est trouvé finalement à trois entre l'alcoolique, son ou sa conjointe,
Et l'alcool, quand on va rompre cet équilibre, on va mettre en danger la relation entre la personne, les deux membres du couple. Et précisément, la rupture d'équilibre va intervenir au moment où on joue sur cette... Où l'une des personnes décide d'aller mieux. Hein. Voilà, c'est très difficile. Quand je vais mieux, quand j'arrête de boire, je vais... Par exemple, si on est dans une relation où il y a toujours une petite histoire de domination du non-buveur sur le buveur, parce que quelque part le non-buveur en tire des bénéfices. Ce que va revendiquer l'ancien buveur quand il arrête de boire, c'est de dire bon, voilà, maintenant on va parler d'adulte à adulte. Voilà, j'ai voulu en sortir, j'en suis sorti. Maintenant, on est dans une relation d'adulte à adulte, ce qui n'est pas toujours accepté par l'autre membre qui était habitué à cette relation de porter la culotte. On va bien sûr parler des traitements, de la prise en charge, et vous avez un chapitre qui s'appelle « Mon boulot, c'est alcoolique ». Et on se rend compte que la vie de l'alcoolique est vraiment organisée, son temps est organisé autour de son verre. Et on pourrait dire qu'il passe ses journées à remplir son verre et qu'il aura beaucoup de mal à remplir son temps ou à user de tout ce temps qu'il peut récupérer. Tout à fait, tout à fait. C'est quand on arrête de boire que tous les malades que j'ai rencontrés ont cette difficulté un jour de se dire mais pourquoi je m'ennuie autant ? Ils n'ont pas la réponse. Ils s'ennuient beaucoup parce qu'avant, il y avait quelque chose qui occupait réellement du temps, c'était la consommation d'alcool. Alors, vous dites que c'est très angoissant, ce temps retrouvé. C'est très angoissant et c'est angoissant en même temps, il suffit de le travailler. C'est un petit peu comme quand je dis que la relation à trois est compliquée, on peut éviter de casser son couple en arrêtant de boire, simplement en préparant cette rupture. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il faut que le patient ait travailler avec son médecin l'apparition de ce temps libre, qu'il ait un petit peu prévu quelque chose, qu'il se soit dit je vais enfin avoir un degré de liberté que je n'avais pas, et là on tombe bien sur la question de la liberté, et je vais pouvoir remplir ce temps libre avec des choses que j'aime et qui vont m'apporter des plaisirs, parce qu'il ne s'agit pas de vivre sans plaisir, bien évidemment, c'est même si on abandonne quelque chose qui était pour partie un plaisir, qui était l'alcool. Le traitement, docteur Aubert, là, je ne parle pas de l'épisode aigu qui va nécessiter une hospitalisation, mais la cure, la post-cure, les associations de patients. C'est important, vous avez cité des choses très importantes. Alors, le temps de la cure, je dis cure au sens général du terme, pas au fait de cure hospitalière, parce que, bien évidemment, l'essentiel des malades de l'alcool se prennent en charge en milieu ambulatoire, hein. Mais il y a quand même un temps où on va travailler soit l'abstinence, soit la réduction de la consommation, c'est ce que j'appelle la cure. C'est-à-dire, on va s'intéresser vraiment fondamentalement à l'alcool, et là, on va avoir besoin d'un certain nombre de médicaments. Avec malheureusement des médicaments dont vous expliquez que l'efficacité n'est pas tout à fait au rendez-vous. Ce sont des outils utiles, mais pas des médicaments de l'abstinence. Alors, les médicaments de la phase de la cure, quand on décide d'arrêter de boire, de dire on va s'arrêter, on a des médicaments très efficaces. Mais parce que s'arrêter de boire, c'est pas très difficile. C'est paradoxal, mais globalement, un type qui va devant un médecin et qui lui dit « Docteur, j'ai un problème d'alcool », il a déjà fait les 3/4 du chemin. C'est énorme le chemin qu'il a fait. Il n'en a pas conscience, mais moi je trouve ça formidable, un type qui s'assure. Vous expliquez d'ailleurs, faut qu'il vienne de lui-même et pas adressé par le conjoint. Voilà. S'il est venu de lui-même et qu'il s'assied devant moi en disant « J'ai un problème d'alcool », je sais que j'ai gagné. Temporairement. J'ai gagné temporairement parce que pour ce qui est du passage, s'il a choisi l'abstinence, je sais que je vais arriver à l'aider à ne pas boire, et ça va être rapide en plus, c'est-à-dire en 8 à 15 jours, avec des médicaments efficaces qui sont essentiellement de la vitamine B, du Valium et beaucoup d'eau, il va arrêter de boire parce qu'il est déjà très fortement motivé. La grande difficulté, c'est le maintien de cette abstinence quand on a choisi la voie de l'abstinence. Et là, les médicaments dont on dispose sont un des éléments
positif de la chose, mais sont certainement pas la solution. La solution miraculeuse, même le baclofen dont on a beaucoup parlé. On a 3 produits qui ont montré une efficacité dans des essais de bonne qualité, qui s'appellent la camprosate, l'analtrexone et le baclofen. Les 3 sont efficaces modérément et les 3 sont une aide dont il ne faut pas se passer. Il est certain qu'il faut utiliser des médicaments. Alors, les choses sont à suivre parce qu'aujourd'hui, on a des molécules un peu plus récentes qui sont en cours d'expérimentation, qui vont avoir un intérêt dans les années à venir. Je vous ai posé la question des associations parce que là, c'est très très important. Dans les films, on voit souvent les alcooliques anonymes. C'est pas la seule association. C'est utile, c'est intéressant. Les associations, c'est absolument indispensable. C'est beaucoup plus qu'intéressant, c'est absolument indispensable. La difficulté qu'ont la plupart des patients, que nous avons tous, vous et moi, parce qu'on en a entendu parler des alcooliques anonymes, on a entendu parler éventuellement de Vie Libre, on a entendu parler de la Croix-Bleue ou de la Croix-d'Or. En tout cas, la difficulté qu'on a, nous, qui n'avons pas eu forcément de problème d'alcool, c'est on se dit, c'est des sectes. Ça ressemble à des sectes, parce que quand on les voit dans des films, ça ressemble à des sectes. Eh ben, il faut y aller. Il faut y aller avant de dire que c'est une secte, parce que c'est un endroit d'expérience, c'est un endroit de partage, c'est un endroit de collaboration où il n'y a pas de soignants, c'est un endroit où on rencontre des gens qui vont plus mal que vous. Et ça, c'est toujours important de savoir qu'il y a des gens qui vont plus mal que vous, il y en a toujours qui vont plus mal, qu'on va pouvoir les aider, et que parce qu'on va aider d'autres gens à sortir de ces difficultés de dépendance, on va accepter de se faire aider par des gens qui sont solidaires. La découverte de la solidarité dans chacune de ces associations, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Vous avez un chapitre qui est utile, qui est intéressant, qui est celui des bénéfices secondaires du sevrage. Essayez d'expliquer. Alors, vous le détaillez, on n'aura pas le temps de le faire, mais il y a un certain nombre de symptômes, de traits de caractère qui, eux, vont s'améliorer par le sevrage. Il y en a d'autres sur lesquels ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Il y a des choses... Les choses positives, c'est que globalement, on va aller mieux dans son corps. On n'a pas conscience, quand on est dépendant de l'alcool, que beaucoup des symptômes de notre vie quotidienne, beaucoup des petites souffrances de notre quotidien sont en rapport avec notre consommation d'alcool. Alors, qu'est-ce qui va s'améliorer? Si je vous donne des exemples, par exemple, le mal d'estomac, ça va s'améliorer de façon très nette. Les cauchemars, tous les malades de l'alcool ont des cauchemars nocturnes. Pourquoi ils ont des cauchemars nocturnes? Simplement parce que pendant la nuit, le taux d'alcoolémie baisse. Et que quand le taux d'alcoolémie baisse, on se trouve en manque et on fait des cauchemars. C'est un peu l'équivalent. Les formes graves de ces cauchemars, c'est le délirium tremens, mais tout le monde a des cauchemars. Qu'est-ce qui va s'améliorer? L'hypertension. Les malades de l'alcool ne savent pas que leur hypertension est pour une grande part due à leur consommation. L'agressivité, bien évidemment, et ça va probablement améliorer beaucoup des choses dans le couple. Les problèmes sexuels vont s'améliorer naturellement. Je veux dire, le désir revient et puis la machine, elle refonctionne. C'est vraiment... Malgré tout cela, il y a des rechutes. Alors, vous n'aimez pas le terme de rechute, vous préférez le terme de réalcoolisation? Oui, parce que la rechute, ça sent la faute, ça sent... Il y a une connotation un petit peu... Ça a un côté moral et jugeux. Voilà. Donc, en plus, je pense que la réalcoolisation, elle est incontournable, parce que les gens vont tester leur liberté à plus ou moins long terme. Ils vont se dire, je ne veux pas être enfermé dans la contrainte de ne pas boire. Par conséquent, ils vont tous, à un moment, non pas forcément se réalcooliser pour se ressouler la gueule, ils vont se réalcooliser pour voir s'ils peuvent boire normalement. Et c'est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Après, certains d'entre eux, malheureusement, n'arriveront pas à boire normalement. Donc, ils vont retourner chez le docteur. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent y retourner et que le docteur va pas les juger en disant vous vous êtes plantés. Il va leur dire écoutez, vous avez fait un essai, c'était une erreur, on fait des essais et des erreurs, et on va recommencer, on va retravailler. Vous expliquez l'importance de revenir aux circonstances du premier verre c'est vraiment fondamental, savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé au premier verre? Est-ce que c'était le désir actif? On boucle notre entretien, finalement. Est-ce que c'était le désir actif de reprendre un verre pour tester? Mais ça peut être aussi un moment de déprime.
crime, ça peut être aussi un automatisme, ça peut être aussi un défi. Hein. Donc voilà, quand on analyse le premier vers, on déconnecte, on comprend ce qui s'est passé et on retravaille le mécanisme. Problème délicat, on arrive au terme de notre entretien, Dr Robert. L'alcool est bien évidemment un élément de sociabilité, c'est difficile de l'arrêter. Absolument, c'est un élément de sociabilité très fort et c'est une des choses qu'il faut avoir travaillé en amont, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans les circonstances sociales dans lesquelles on vous amène ou on vous propose de l'alcool. Ça arrive absolument tout le temps en France. Bien, je vous remercie. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire d'alcool aux éditions du Cerf. Docteur Jean-Pierre Robert, merci beaucoup. Merci beaucoup.